la France est dans un calendrier électoral avec des étapes successives. Et après les municipales du début 2014, eh bien, c'est le tour des départementales. Et nous savons que les conseils départementaux ont un rôle important. Et comme tout élu, comme tout responsable politique, les conseillers départementaux ont leur rôle à jouer dans la recherche du bien commun et la recherche de l'intérêt général. Et donc la mise en œuvre est favorable à chacun et à tous. Alors nous avons à nouveau pour ces élections départementales rédigé une charte qui va être soumise au plus grand nombre possible de candidats par tout le réseau de la Manif pour tous. La Manif pour tous est organisée avec des équipes nationales, avec des provinces, des régions et des départements. Et donc nous avons la possibilité partout en France d'aller voir des candidats pour les départementales. Alors je vais vous présenter rapidement le dispositif et puis Kamel Béchik, qui est porte-parole de la Manif pour tous, commentera le texte de la charte en lui-même, et puis Jérôme Brunet et Marie Franck, candidats au départemental, diront pourquoi ils ont signé comme candidat. Peut-être que Jérôme est candidat, mais non, c'est Franck Meyer. Mais c'est peut-être un scoop. Non, je ne suis pas candidat. Non, pardon, Franck Meyer et Marie Franck, excuse-moi. Alors, nous avons mis en place un site internet qui est accessible à l'adresse www.chartedesdepartementales.fr. Sur ce site, on trouve une carte de France, on peut rechercher sa commune et au moment où nous publierons le bilan des signataires, il suffira de taper pour les électeurs, il suffira d'indiquer leur commune pour découvrir quels sont les candidats au départemental qui est leur lieu de vote, quels candidats auront signé cette charte. Mais pour le moment, il s'agit donc de mobiliser les candidats. Il y a donc une rubrique « Mobiliser les candidats » dans laquelle on explique aux réseaux et aux sympathisants de la Manif pour tous comment procéder pour aller voir leurs candidats ou écrire à leurs candidats et leur proposer de signer cette charte. L'onglet suivant, eh bien, c'est la charte elle-même, avec une partie mes convictions, donc on est sur des principes de fond, et puis mes engagements. Là, c'est plus précisément la responsabilité, les responsabilités que peuvent avoir les conseillers départementaux en lien avec leurs convictions et à leurs engagements dans le travail, dans la responsabilité qu'ils auront s'ils sont élus. Il y a donc ensuite, bien sûr, toute la procédure pour signer cette charte. Un certain nombre de questions sont posées tout simples. Le lieu, le nom, j'ai lu la charte, je la signe. Et quels sont mes mandats électoraux actuels. Sénateur, député européen, conseiller régional, etc., etc. Et puis bien sûr, nous avons nous-mêmes l'arrivée de tous les signataires sur un intranet. En temps utile, je pense une quinzaine de jours avant le 22 mars, avant les élections départementales, le premier tour, nous rendrons publique cette liste pour que les électeurs qui ont le droit de savoir et qui ont besoin de savoir quelles sont les convictions et les engagements sur des sujets fondamentaux, eh bien il faudra que les électeurs puissent savoir qui a signé cette charte. Et je passe la parole à Kamel pour nous parler de cette charte. Oui, donc une charte qui reprend évidemment les fondamentaux de ce sur quoi est fondée la Manif pour tous, c'est-à-dire l'intégrité de la famille, son respect, etc. Et surtout le fait que l'enfant prenne une place particulière dans les politiques, je dirais, publiques, dans le bien commun, dans le sens commun, sans mauvais jeu de mots. Et on voit à quel point aujourd'hui il est important que les citoyens de demain soient, je dirais, pensés aujourd'hui. On a eu des dérives dernièrement liées à un déficit souvent lié au pacte républicain, mais le pacte républicain finalement, il n'est pas enseigné uniquement à l'école, il est aussi un fait transmis par les familles. Et ce que nous souhaitons faire
nous, à la Manif pour tous, c'est simplement rappeler aux politiques, quel que soit son bord, que la famille est un partenaire majeur dans la préparation des citoyens de demain. Et ça, de manière totalement aconfessionnelle, apolitique. Je veux dire, c'est quelque chose de fondamental, de basique, que de dire qu'un enfant, dans sa cellule familiale, reçoit les premiers principes, je dirais, de la vie en communauté. Donc nous le rappelons aux politiques, nous l'avons fait pour les européennes, nous le refaisons maintenant pour le départemental. Nous ne cesserons de le faire à chacun des scrutins prochains, jusqu'à ce que nous revenions à plus de bon sens, plus de respect de ce que sont les fondamentaux de l'anthropologie familiale universelle, finalement. Voilà. Donc je ne sais pas si je dois rajouter quelque chose d'autre, Ludovine. Voilà, mais voilà, c'était synthétique. Alors je vais juste, pardonnez-moi, ajouter un petit point. Si vous regardez la partie mes engagements, vous verrez, parce qu'on peut s'interroger bien entendu, un conseiller départemental, quel est son rôle vis-à-vis de ces questions? Eh bien, il a réellement un rôle, puisque d'abord, il y a une responsabilité du conseil départemental pour les collèges. Les collèges sont un lieu d'éducation et de transmission, et nous savons bien que l'éducation nationale se targue de transmettre un certain nombre de principes idéologiques, je dis bien idéologiques, déconnectés de l'anthropologie humaine, et je pense bien entendu à la question de l'identité de genre. On le voit très bien dans les programmes, dans les manuels, et par ailleurs, on sait avec un certain nombre d'intervenants extérieurs qu'il y a parfois le non-respect de l'éducation que souhaitent donner les enfants à leurs parents, les parents à leurs enfants. Les parents sont les éducateurs de leurs enfants, plus que les premiers et principaux éducateurs. Ils sont les éducateurs de leurs enfants, et l'éducation nationale n'est pas un lieu de promotion de l'idéologie de l'indifférenciation sexuelle. Et ça n'est pas le lieu de promotion d'un lobby comme celui de la LGBT, qui promeut la gestation pour autrui, c'est-à-dire l'exploitation de la femme et la marchandisation des enfants. Ce lobby, qui ne représente en rien l'ensemble des personnes homosexuelles, n'a pas à transmettre quoi que ce soit à l'école. Il doit rester en dehors de l'école, auprès des adultes, et donc les intervenants extérieurs, et l'accord des parents doit être respecté et préservé. Ce qui n'empêche pas, excuse-moi Ludovine, ce qui n'empêche pas que l'école puisse être en effet un lieu où l'on enseigne, où l'on transmet de la non-discrimination. Je parle évidemment de ces idées d'homophobie, etc., qui doivent être abordées, pourquoi pas, dans l'enceinte de l'école, mais par une certaine neutralité, je dirais. Pas de manière idéologisée, presque agressive pour les consciences, à tel point d'inverser ce que l'on appelle l'anthropologie fondamentale de la famille ou du genre. Voilà. Donc nous nous plaçons, nous à la Manif pour tous, évidemment contre toute forme de discrimination, et l'homophobie en fait partie. En revanche, nous tenons une position médiane, c'est que cette lutte contre l'homophobie ne doit pas être idéologisée par des lobbies, notamment la LGBT, pour inverser un certain nombre de valeurs qui sont anthropologiquement liées à notre civilisation, si je puis dire. Je dois de préciser, la Manif pour tous a toujours condamné toute forme d'homophobie et continue, bien sûr. Joyeux Mitterrand qui passait au moment où tu parlais d'homophobie. Ah oui. Alors, un deuxième aspect, vous savez que les conseils départementaux et les conseils régionaux d'ailleurs aussi financent des campagnes de communication, d'associations et subventionnent des associations. Et là, c'est la même chose, il y a à veiller à ce que ces associations soient respectueuses de l'humain, soient respectueuses de la société, soient respectueuses d'un certain nombre de principes fondamentaux, et on ne peut pas soutenir des associations militantes et qui servent des causes que j'évoquais tout à l'heure, qui ont pour revendication, par exemple, la gestation pour autrui, la PMA qui prive l'enfant de père, c'est peut-être pour les couples de femmes ou les célibataires,
il y a véritablement à veiller à ce que promeuvent ces associations qui demandent des subventions aux conseils départementaux. Donc vous voyez qu'il y a des points très précis, des éléments très précis qui constituent ces engagements. On nous a rétorqué souvent que l'anthropologie fondamentale sur laquelle nous nous basons, nous, à la Manif pour tous, pouvait être relativisée par des expériences anthropologiques extra-européennes, etc., en nous disant, mais oui, mais il y a telle ethnie ou telle tribu en Amazonie, en Afrique subsaharienne ou en Australie, qui ont des pratiques familiales totalement différentes. Je dis, certes, bien évidemment, sauf que ils sont dans une logique d'un certain écoulement de l'histoire, de leur histoire anthropologique, qui n'est pas la nôtre. Et on ne va pas imposer à ces peuples, tribus ou ethnies notre manière latine, chrétienne, judéo-chrétienne de composer avec l'univers familial. Voilà. Donc nous tenons compte bien évidemment de la diversité qu'il peut y avoir sur le globe en termes d'envisager le fait familial, sauf que nous avons aussi une tradition française, européenne, qui a une certaine vision de la famille, et c'est cette vision de la famille, tout en intégrant bien entendu l'évolution des sociétés par l'idée qu'il y a des familles recomposées, etc. Nous l'intégrons totalement, mais dans une certaine mesure, je dirais. Donc nous avons un écoulement de l'histoire, nous avons un écoulement anthropologique que la Manif pour tous, entend rappeler simplement à nos politiques. Et puis il est bien connu que les sociologues qui nous parlent de telle ou telle société qui vit différemment la famille, ce sont quelques cas particuliers dont on fait grand cas et qui en réalité restent des cas particuliers. L'universel, c'est la filiation père-mère-enfant, parce que c'est la réalité humanitaire. Ou alors en tant que musulman, 6 millions de musulmans demain réclameront la polygamie, puisqu'après tout, c'est un modèle puisqu'on peut relativiser notre modèle familial et de mariage, pourquoi pas, c'est 6 millions de musulmans qui revendiqueraient le fait d'avoir plusieurs épouses. C'est juste une ineptie, bien évidemment. Donc on voit à quel point le fait d'entendre, le fait de répondre aux revendications minoritaires, communautaristes, et je parle là du lobby LGBT, peut nous amener à des aberrations. Et la seule référence que nous devrions avoir, c'est le pacte républicain du mariage républicain. Alors juste un tout petit élément, la charte a été mise en ligne il y a 3 jours et il y a d'ores et déjà 200 candidats qui ont signé cette charte, donc en 3 jours, et c'est alors que le réseau et nos sympathisants commencent à peine, en plus c'est les vacances pour une partie de la France, commencent à peine à la faire circuler. Voilà, et je passe la parole à Franck Meyer qui est président de Mères pour l'enfance, maire de Sotteville. Il y a 4 Sotteville en France, celui-là en est deux. Sotteville-sous-le-Val et porte-parole de la Manif pour tous. Eh bien, merci Ludivine, mettre cette charte peut-être en perspective avec les 25 ans, vous savez, des droits de l'enfant. Parce que Mères pour l'enfance s'est fondée en 2005, c'est un collectif d'élus qui a toujours attiré l'attention à la fois des politiques mais aussi des citoyens français sur la question de l'intérêt de l'enfant. Est-ce que les politiques mises en œuvre vont dans cet intérêt supérieur? Ce qui est quelque chose quand même d'intéressant, me semble-t-il, à mettre en avant, parce qu'il n'y a jamais eu de définition très précise de cet intérêt supérieur de l'enfant. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait cruellement défaut, entre parenthèses. Mais pour nous, cette charte, elle va dans ce sens, pour les Mères pour l'enfance, elle va dans le sens précisément de la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est la première remarque que je voudrais faire. C'est pour ça que Mères pour l'enfance soutient cette charte et va la promouvoir aussi dans son réseau auprès des candidats qui se présenteront pour les prochaines élections départementales. C'est donc le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est, on le voit bien, la famille est toujours au cœur du débat politique. Et ça me paraît essentiel. On l'a souvent rappelé au sein de la Manif pour tous, nous
Nous considérons que la famille est l'un de ces piliers, un socle fondamental à venir de la société. C'est ce que le premier principe rappelle dans cette charte que la Manif pour tous propose. Donc, remettre et rappeler sans cesse sur les rendez-vous électoraux que voilà une question de société, la famille, le mariage, la filiation, qui ne peut pas être écartée d'un revers de main en disant c'est plus le sujet du moment. Ça restera toujours le sujet du moment. Et Mère pour l'enfance, donc, veut le rappeler. Ensuite, sur la charte elle-même, telle que la Manif pour tous la propose, il y a, vous l'avez vu, 2 chapitres, mes convictions, mes engagements. Je crois que précisément c'est de bonne tenue que de présenter les choses ainsi. Parce que chaque candidat, quel qu'il soit, qu'il fasse partie d'un parti politique ou non, il a nécessairement des convictions. Et commencer par le chapitre des convictions, c'est justement ce qui ensuite va pouvoir permettre le développement d'actions politiques qui vont découler de ces convictions. Et je crois qu'il est important que tous nos concitoyens les connaissent, ces convictions. Alors bien entendu, je vais mettre un petit bémol à la charte. Tout n'est pas dit dans la charte. Et c'est pas parce que moi je signerai tout à l'heure cette charte que mon programme politique, si je puis dire, se résume à cela. Ce serait une erreur que de le croire. Mais en tout cas, nous avons là la possibilité d'exprimer, j'allais dire, un élément fort des convictions qui peuvent être les nôtres en tant que candidat. Voilà donc les 3 points que je voulais souligner plus particulièrement. Merci Franck. Mais si tu respectes, si tu crois dans ces principes, probablement traiteras-tu les autres domaines de la vie politique avec une finalité humaine et non pas... Mais c'est pourquoi je trouve ça intéressant d'aborder la question d'abord sous l'angle des convictions. Parce que c'est de là que vont découler ensuite les engagements. Et je ne vais pas insister davantage, je pense que d'autres candidats le feront à ma place. Il y a, on le sait, une importance toute particulière donnée aux prérogatives du conseiller départemental, autrefois conseiller général. Merci Franck. Alors, Marie Tran, qui est candidate aussi à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as souhaité signer cette charte? Bonjour, donc, je suis candidate sur le canton numéro 19 à Nanterre, un canton qui n'est pas facile, mais en tant que conseiller municipal de l'opposition à Nanterre, je trouve important d'informer la population sur un certain nombre de dérives qui existent à Nanterre. Au sein du conseil municipal, on a déjà alerté le conseil municipal et ensuite informé la population de certaines dérives au niveau de l'idéologie du genre existant sur notre commune à travers une étude menée par la commune en lien avec le conseil régional et à travers également une pièce de théâtre à destination du jeune public. Donc les actions, elles existent et elles sont concrètes. Je me suis engagée dans la Manif pour tous depuis les débuts, j'ai été signataire de la charte pour les municipales et donc là, signer cette charte, pour moi, finalement, ça va dans la continuité de mon positionnement politique. Par ailleurs, en tant que responsable Manif pour tous sur Nanterre, j'assure une veille et j'informe régulièrement tous les sympathisants à travers une newsletter sur les informations qui circulent. Alors là, pour l'instant, l'actualité est très importante, notamment en matière de GPA, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc cette veille, elle est importante pour informer. Et puis, dès qu'il y a des articles ou des colloques qui peuvent être intéressants, et bien, je le signale aussi pour que la formation soit effective auprès des sympathisants. Et puis enfin, je ne suis pas seulement candidate, je suis aussi mère de famille et enseignante dans un collège public de Nanterre. Et donc je suis particulièrement préoccupée par toutes ces questions qu'évoquait Ludovine tout à l'heure, la question de la neutralité de l'école publique en matière d'intervention en son sein. Et je peux constater sur le terrain que cette neutralité n'existe pas. Merci beaucoup. Philippe Briot, qui est porte-parole de la Manif pour tous, maire du Chênay, et signataire dans quelques instants de la charte départementale de la Manif pour tous. Merci Madame la Présidente. D'abord, pourquoi je suis là aux côtés de notre présidente et de son staff? Eh bien parce que cela fait pas mal d'années que nous sommes dans un combat d'idées et d'affirmation de valeurs. Je pense que le deuxième élément, le principe numéro 2 des convictions, le mariage et l'engagement que prennent un homme et une femme l'un vers l'autre, le s'aimer, de fonder une famille et d'éduquer leurs enfants. C'est ce qui nous a fait nous retrouver
apprendre à nous connaître et apprendre à partager des idées et à respecter les idées de tout le monde. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, parce que la Manif pour tous, si la loi pour le mariage est passée, même s'il y a des recours qui, au fur et à mesure, vont dans le bon sens et peuvent peut-être nous réserver une bonne réponse au fur et à mesure des appels, et peut-être remettre en cause, d'ailleurs, cette loi même, la Manif pour tous continue son travail autour de la famille. Et à partir du moment où ce travail est fait, il est légitime d'être à ses côtés et de rester dans le cœur du processus tel qu'il est. Et ça me paraît fondamental. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est parce que nous sommes en période électorale des départementales. Il serait important que nous parlions effectivement du contenu de ces élections. Il y a à peine un an, nous allons être presque à 12 mois, il y avait des élections municipales. Et on a pu constater, salut Lionel, nous avons pu constater, nous avons pu constater au municipal un premier phénomène important. La manifestation pour tous a déclenché un réveil de la société civile. Ce réveil, il n'a pas été ponctuel, il n'a été qu'exponentiel. Et on s'est bien aperçu que pour organiser nos listes des municipales, en tout cas ça a été mon cas, et je crois que ça a été le cas de beaucoup, nous avons été démarchés par des femmes et des hommes et qui s'étaient mobilisés autour de cette loi pour le mariage et bien au-delà du mariage, sur la famille, sur les process ou autres. Et des gens qui n'avaient jamais pensé s'engager en politique se sont présentés à nous en tant que maire pour constituer des listes. Et personnellement, j'ai ouvert la liste à ces femmes et ces hommes, et je vois bien depuis un an comment le travail est différent. Ce sont des gens qui n'ont pour objectif, non pas de mettre une cocarde sur le pare-brise de leur voiture, comme ça pouvait se faire à une certaine époque, mais ont vraiment la volonté de travailler ensemble dans l'intérêt général des administrés. Donc ça a été une vraie démarche positive et concrète avec ces élections municipales. Nous enchaînons maintenant un deuxième scrutin, les départementales. Les départementales, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas qui vote et qui ne vote pas. J'ai encore vu quelqu'un hier sur Paris qui me dit « je vote ou je ne vote pas ». Je lui dis « c'est une exception, il n'y a pas de conseil général à Paris ». Donc effectivement, vous ne votez pas. Mais on peut élargir le cercle de Paris. Les gens ne savent absolument pas ce que c'est et s'ils votent et pourquoi. Et aujourd'hui, l'enjeu des départementales, c'est un double enjeu. C'est qui va représenter les habitants dans ces nouveaux conseils, nouvelle version. Et deuxièmement, est-ce que ce sera un vrai débat politique national de contestation et d'affirmation? Et enfin, troisième point, en fonction de ces deux premiers points, est-ce que les gens vont aller voter? L'abstention sera liée à deux sujets. Un, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et que les candidats n'auront pas bougé et n'auront pas fait une campagne pour aller dire vraiment qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Et le troisième sujet, c'est bien sûr une abstention par dégoût des politiques. Et c'est vrai que toutes les listes qui sont des listes politiques, avec les partis politiques nationaux, ne peuvent intéresser qu'à partir du moment où ils sont contestataires plutôt que force de proposition. C'est la raison pour laquelle, sur les listes que nous avons, Franck est candidat sur son canton, moi-même je suis conseiller général aujourd'hui et je serai conseiller départemental peut-être normalement dans quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé? Les périmètres de canton. Bon, est-ce que ça a une importance ou pas? Ça a permis de diviser un peu plus les gens. Surtout sur les sortants, parce qu'on s'est arrangé pour que les cantons permettent aux sortants de se battre pour savoir qui allait prendre le leadership ou pas. La parité, qui est quand même une chose nouvelle, un homme, une femme. Une élection où il y a deux candidats titulaires, en fait tout ça est nouveau, et l'électeur ne comprend absolument pas, puisque les candidats déjà ont du mal à comprendre. Bon. Donc nous avons aujourd'hui un vrai devoir d'information sur ce que est le département. Je rappelle que le département, c'est 60% du médico-social. Médico-médecine, social, sociétal, parce que social, c'est le sociétal.
60% de budget. Moi, je suis dans les Yvelines, 1 400 000 habitants, 1 milliard 400 millions d'euros de budget par an. C'est énorme. 60% pour le médico-social, c'est quoi? C'est la famille, c'est la petite enfance, la PMI, les crèches ou autres. Un programme. Deuxièmement, nous avons l'handicap. Et le troisième point, nous avons les seniors. Et autour de tout cela, tout ce qui est social, c'est-à-dire la difficulté des gens pour se loger, pour travailler ou autre, avec les subventions des associations, telles que l'a dit tout à l'heure Ludovic. Alors, le Conseil général, le président du Conseil général est le seul habilité à donner les accords pour les adoptions. Je rappelle qu'il n'y a pas de commission pour valider un dossier auprès d'une personne ou d'un couple, parce que je rappelle qu'une personne seule peut déposer un dossier d'adoption ou éventuellement un couple, quel qu'il soit aujourd'hui. Et donc, il y a une instruction par le Conseil général et la décision finale appartient uniquement au président du Conseil général. Donc, nous élirons un président du Conseil général qui sera clair sur sa position sur l'adoption. Ça, c'est par rapport à l'adoption. Ensuite, on entend beaucoup parler d'économie au niveau des conseils généraux, parce que le RSA commence à coûter de plus en plus cher, l'APA, toutes ces choses-là. Donc on est en train de voir la disparition des PMI. Beaucoup de conseils généraux sont en train de fermer des PMI. Or, la PMI, c'est quand même la santé de l'enfant, et c'est surtout toute la prévention de la politique familiale auprès des jeunes filles qui ont besoin d'avoir des informations sur la contraception, sur plein de choses. Et si on fait disparaître ça, il y aura vraiment un pan entier au niveau de la famille. Donc, le Conseil général est un des éléments clés du niveau de la famille. Or, on voit bien, et là c'est le médecin qui parle, et en tant que président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles, je vois bien tout ce qui est pédiatrie ou autre, les enfants en difficulté aujourd'hui dans notre société. Nous avons des enfants en grande difficulté. Alors, ce n'est pas uniquement lié, bien évidemment, à une nouvelle loi sur le mariage, loin s'en faut. Mais on voit bien déjà que dans le courant et le naturel, il y a déjà plein de difficultés. Donc, surajouter un certain nombre de problématiques sur les enfants, c'est vrai que c'est un problème majeur. Or, l'état de santé d'une société, elle se juge d'abord par l'état de santé de nos enfants. Et l'état de santé de nos enfants, eh bien, aujourd'hui, il y a effectivement un grand nombre de difficultés. Et donc, je suis content que nous nous engagions sur tous ces principes. Et puis, en tant que santé, le meilleur moyen pour être en bonne santé, c'est pas de traiter une maladie déjà engagée, c'est d'être préventif. Eh bien, la prévention au niveau de l'enfant, eh bien, c'est justement le socle de cette société, et il est indispensable de voter pour des femmes et des hommes qui sont clairs. Je vais vous donner juste, et je vais terminer, parce qu'après, vous savez, moi, il faut m'arrêter, pour en limiter, sur notre département. Il est passionnant. J'ai eu, Ludovine, 2 coups de téléphone. 2 candidats, que je connais bien, que je n'aimerais pas aujourd'hui, qui me disent « Philippe, tu connais, toi qui étais à la manifestation pour tous, est-ce que tu connais ces 2 personnes parce qu'ils présentent une liste contre moi ?» C'est intéressant. Alors, pas avec l'étiquette de la manifestation pour tous, mais des gens qui étaient très investis, labellisés la manifestation pour tous. Et j'ai dit, mais quel est ton problème? Tu te rends compte, je m'étais engagé, on m'a vu dans les cortèges ou autres. Je t'ai dit, oui, mais tu es en binôme avec qui? Je suis en binôme avec un tel. Une femme. Oui, comment elle s'est engagée? Ben, elle a clairement dit qu'elle était pour la loi de Taubira, qu'elle était contre la démarche ou autre, voilà. Mais à un moment ou à un autre, il faut assumer. Il faut assumer. Donc, tu t'es marié avec quelqu'un, bah, assume maintenant, regarde. Et tu peux rien faire ou autre. Mais j'ai dit, la première chose à faire, c'est à toi de faire. C'est pas à moi de faire. Donc, on voit comment aujourd'hui, l'engagement des femmes et des hommes autour de ces valeurs qui aujourd'hui sont portées par le mouvement est important. Moi, personnellement, sur mon affiche, je vais mettre les logos des partis qui soutiennent la candidature. Il n'y a pas de logo de la manifestation pour tous. Les gens me connaissent. Il y a une charte. Je dirais que cette charte, c'est une profession de foi. Nous, les candidats, on est en train de boucler d'ici demain les bulletins de vote et les professions de foi. Bon, moi j'ai l'impression de lire un peu une partie de ma profession de foi. Donc, cette charte, c'est une profession de foi. Une profession de foi, c'est la conviction et l'attachement à des croyances. Eh bien, oui, nous tous ici,
Nous avons une foi dans l'homme, nous avons une foi dans la famille, nous avons une foi dans le côté naturel ou autre, et que bien au-delà de cette GPA, qui effectivement est un vrai problème de fond, où on voit qu'au niveau de l'Agence régionale de santé, il y a de plus en plus d'autorisations données pour les FIV, les centres de fécondation in vitro. Or, on nous dit on va augmenter les centres de FIV en grande couronne, petite couronne, pour éviter aux femmes d'aller sur Paris. Et quelque part derrière la prolifération de ces centres FIV. Vous savez, faire une FIV ou faire une GPA, voilà, le lien n'est pas loin. Donc, à partir du moment où le conseil départemental, c'est plus un conseil général, le conseil départemental est en lien direct avec le médico-social, avec les ARS ou autres, tout ce maillage est essentiel pour que les femmes et les hommes, dans tous les conseils départementaux, soient présents pour garantir effectivement ces éléments. Et je passe au-delà de la loi sur la fin de vie ou autre, qui va considérablement aussi poser des interrogations à toutes et à tous. Donc voilà pourquoi moi je m'engage et je continue à m'engager, et encore plus fort que jamais quand je vois les conséquences des rythmes scolaires. On est à un an, un peu moins d'un an, des rythmes scolaires. On voit toutes les conséquences, voilà. Donc j'ai terminé, il est nécessaire de s'engager, il est nécessaire de l'ouvrir, et c'est la raison pour laquelle je suis là, à côté de vous, encore aujourd'hui. Merci. Bravo. Alors, brillant. Alors, je parle avec mon cœur. Et alors nous avons encore un jeune Benoît Crespin qui est candidat à Chantilly, dans le Val-de-Marne. Pour préciser, je suis leader de l'opposition dans cette commune qui comporte 56% de logements sociaux, donc c'est un territoire que certains qualifient difficile, qui est riche malgré tout. Et je suis candidat aux élections départementales sur 2 communes, du coup, Gentilly et Crémagne-Sèvres, puisqu'il y a une refonte des cantons sur cet endroit. Je m'apprête aussi à signer cette charte et je tenais à vous faire part de ces raisons, parce que pour moi, elles sont fondamentales. On parlait de conviction, on parlait d'engagement, et je crois que ce sont des choses qui sont importantes. J'ai 26 ans, et malgré tout, j'ai une petite expérience politique. Je fais partie de cette nouvelle génération de gens qui se sont engagés avec les municipales, avec ces départementales-là aujourd'hui, et je compte peut-être continuer, si on continue de soutenir. Ces convictions et ces engagements, ils sont importants. Je le vois parce que je suis dans des territoires difficiles où le politique déplaît, où le politique a déçu. Vous avez une participation qui, quand elle atteint 50%, est un record de participation. Et ce sont des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte d'une chose. Les gens vous disent, à chaque fois, les politiques nous promettent plein de choses et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous nous avez promis ceci ou cela, droite comme gauche, et j'ai mon engagement politique par ailleurs, mais vous nous promettez des choses et il ne se passe rien sur le terrain. Et je crois que le sens de cette charte, elle est fondamentale. Vous avez, pour les hommes politiques ou les femmes politiques, la conviction de croire, je m'engage avant l'élection à certaines choses, à vous présenter, je ne dirais pas à nu, mais en tout cas les convictions que j'ai et les engagements que je veux prendre, je vous le donne, ça va y rester sur un site internet, moi j'en suis pas propriétaire, la Médite pour tous pourra continuer d'utiliser mon nom derrière à travers cette charte, et de me dire, Benoît, hier tu as signé cette charte, aujourd'hui qu'est-ce que tu fais? Et cet engagement moral, il est important. Parce que c'est facile aussi, une fois qu'on est élu, je pense, de se dire, bon bah c'est bon, j'ai gagné l'élection, je fais autre chose. Et je crois que ça fait partie de cette nouvelle génération de politique, que de se dire, les engagements que j'ai pris hier, je les tiens sur le long terme. Et ces engagements, ils m'engagent pas seulement pour l'élection, ils m'engagent pour demain, pour après-demain, pour la façon dont je vais faire la politique à long terme. Après, sur le contenu de cette charte, je crois qu'il y a des choses qui sont importantes. Moi, je le ressens autour de la transmission. Même si je suis jeune, même si j'ai pas encore d'enfant, il y a une logique qui est fondamentale, c'est qu'est-ce que je veux transmettre et quel monde je veux transmettre demain à mes enfants, à nos enfants et aux Français demain. Et cette charte aujourd'hui, elle résume, à mon sens, ce qu'on doit faire dans le bon sens quand on veut faire de la politique. Faire de la politique, c'est quoi? C'est transmettre un monde meilleur demain que ce qu'on a trouvé hier et aujourd'hui. Et en ce sens-là, je ne pense pas, et c'est ma conviction profonde, que le mariage pour tous soit une chose qui améliore la situation. Ça, c'était la situation hier. Et je pense qu'il y a des actions dans le cadre d'un conseil général hier et du conseil départemental demain qu'on doit pouvoir mener pour améliorer les choses. Et ces choses-là, ça n'est clairement pas favoriser la GPA ou favoriser un certain nombre de choses qui vont, et je le dis, détruire la famille.
détruire la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un territoire comme le mien, je vous parlais de richesse, mais il y a aussi d'extrême pauvreté. Quand vous avez 20% de familles monoparentales, on ne va pas se le cacher, c'est 80% des femmes qui sont toutes seules. Ces familles monoparentales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des enfants qui se retrouvent dans un cadre déstructuré. Ça veut dire des enfants qui sont transvalutés. Je suis l'enfant de parents divorcés, je sais un peu ce que ça veut dire, qui sont transvalutés entre un endroit et un autre. Ça veut dire que localement, pour l'action locale, pour des associations, c'est impossible. Un gamin que vous avez le mercredi après-midi à l'entraînement de foot, de le faire jouer sur un terrain de foot en championnat le samedi. Ça paraît anodin, mais comment est-ce qu'on construit dans la durée avec des enfants? C'est pour un politique plein de problèmes à gérer. Pour une famille, demain, vous avez 2 logements. Vous avez un certain nombre de conséquences comme celle-ci qui sont induites. Vous avez aussi, et pour des conseils départementaux, des enjeux qui sont forts sur des associations. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle prévention on doit amener? Pourquoi est-ce que demain, sur les enfants qui sont dans des cadres instables, on va avoir un suivi qui est un peu plus important sur des questions psychologiques, sur des questions d'accompagnement social et compagnie, ou des questions aussi d'insertion professionnelle et de réussite à l'école. Donc sur toutes ces questions-là, ces sujets-là, ils peuvent paraître anodins et on peut se dire que ce sont quelques irréductibles de la manif pour tous qui ont encore envie d'exister. Ça n'est pas mon cas. J'ai pas signé la charte de la ville municipale. J'en fais mon mea culpa et je le regrette aujourd'hui parce que je me dis, à l'époque, ma logique, elle était de dire on pourrait aller un peu plus loin. Mais mine de rien, ce petit dénominateur commun, il est déjà essentiel. Essentiel pour nous permettre de continuer à construire, essentiel pour nous permettre d'avoir une vision claire et pour nous permettre de construire un avenir meilleur. Et je ne suis pas dans les grandes diatribes marxistes qu'on a pu connaître il y a quelques années, mais cet avenir meilleur, il se construit au quotidien et dans une cellule qui s'appelle la famille, qui est fondamentale pour notre société. Il n'y a personne dans cette société qui réussit aussi bien le débat et la réussite financière que font les familles. Une famille, elle gagne 100 €, à la fin du mois, elle dépense 100 €, sauf quelques exceptions et des dossiers de surendettement. Mais c'est des cellules dans lesquelles on a une rigueur budgétaire, quoi qu'on en dise, que l'État même n'a pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que sur ces questions budgétaires, la famille serait compétente. On lui fait confiance. On ne lui dit pas, vous nous donnez tout votre argent et on va le dépenser. Mais sur des questions de valeur familiale, on serait incapable de lui dire, ben voilà, on vous fait confiance, on vous accorde notre crédit, et puis ben, on vous donne un cadre et on vous soutient dans la façon de bien faire les choses. Aujourd'hui, je crois que c'est l'engagement, en tout cas c'est le mien, c'est les raisons profondes de la signature de cette charte. Et je crois que c'est fondamental pour des jeunes qui s'engagent, mais pas seulement, pour des gens qui ont envie de faire la politique autrement que de se dire je m'engage vis-à-vis des lecteurs et j'ai des convictions profondes. Et ces convictions profondes, je vais les porter à long terme. Et à long terme, qu'est-ce que ça va faire? C'est cet engagement et puis c'est le message qu'on peut porter dans notre action au quotidien d'élu et de clarification vis-à-vis des lecteurs parce que c'est quand même aussi le but final. Et de se dire voilà, pour les lecteurs, notre objectif en tant que candidat c'est qu'il aille voter, qu'il sache pour qui il va voter. Merci beaucoup. Alors je voudrais, avant de terminer, vous donner juste quelques éléments sur la charte pour les municipales. Nous avions eu 2402 signataires, dont 679 têtes de liste, et il faut savoir que 53% d'entre eux avaient été élus, en sachant que la moyenne nationale est de 29%. Si je prends tous les candidats au municipal et le nombre d'entre eux qui ont été élus, j'arrive à 29%. Nous avions 53% des signataires qui avaient été élus, soit 1274, dont 590 étaient des primo-élus. Autrement dit, c'est une génération nouvelle qui cherche une politique réellement favorable à notre avenir. J'ajoute qu'il s'agit véritablement d'avoir le sens des responsabilités, de réfléchir à l'avenir et de se battre pour que nous ne soyons pas dans une société déshumanisée. La question, elle est là. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère. L'enfant a besoin de savoir d'où il vient. Et mettre en œuvre le contraire, eh bien, c'est tout simplement déshumaniser notre société. Et la GPA, toutes ces pratiques diverses et variées. Hier en Espagne, on a vu que d'ici 2 ans, on pourrait, avec des cellules de peau, faire des ovocytes et des spermatozoïdes et que donc on pourrait faire des enfants dans toutes les conditions possibles et imaginables. L'Angleterre autorise le fait d'avoir 3 parents en mélangeant les ADN de 2 femmes et puis avec un homme. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le post-humanisme.
qui est évidemment une déshumanisation. La question, elle est absolument humaine. Nous devons tous, personnellement et collectivement, avoir le sens de responsabilité. Lionel, est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Sur ce sujet-là. Merci. Alors, voilà, nous sommes prêts à répondre à vos questions, bien entendu. Vous allez sur les dernières élections, vous avez les étiquettes. Alors, nous avions 51% sans étiquette. Nous avions 31% droite et centre et 18% FN ou assimilé. Vous voyez qu'on est d'ailleurs très en dessous de la moyenne nationale. Oui, 18%. Sur tout l'ensemble des élus signataires. Donc vous voyez que c'est en dessous de la moyenne nationale et que l'éternelle étiquette, l'une des nombreuses étiquettes qu'on nous colle, l'idéal étant serait extrêmement droite, eh bien se décolle, absolument. La vraie, c'est la plus réelle. Transpartisan. Vous espérez attirer dans tous les partis les marches de tous les partis? Alors, vous me posez une très bonne question. Malheureusement, je sais personnellement, et nous savons, parce que nous avons des alliés, des rendez-vous partout, qu'à gauche aussi, il y a des personnes qui nous rejoignent complètement et très clairement. Simplement, il est atterrant de constater qu'ils n'osent pas publiquement le dire. Nous avions eu des signataires de gauche pour les municipales, mais très peu. Mais beaucoup nous ont dit dans les rendez-vous, et y compris au rendez-vous du réseau, donc localement, je suis d'accord avec vous, mais je n'ose pas le dire. Moi, dans le sud-ouest, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec des gens qui étaient très libre-penseurs, francs-maçons, Ligue des droits de l'homme, etc. Et en fait, ces gens-là, comme le disait Ludovine, partageaient beaucoup de nos convictions, mais trouvaient notre marquage, en tout cas la perception que l'on avait de la Manif pour tous, tellement à droite qu'ils ne pouvaient pas nous rejoindre officiellement. Mais ils nous expliquaient leur démarche sur les pas de la Manif pour tous par leur antilibéralisme. Et en fait, ils expliquaient très justement, à mon sens, que plus on allait déstructurer les valeurs traditionnelles, les valeurs fondamentales, les valeurs de la famille et les valeurs universelles, plus on allait ouvrir de nouveaux marchés, à un poste ou un libéralisme acharné qui fonctionne de pair avec ce que Ludovine appelait le post-humanisme. Et donc toutes ces personnes-là, francs-maçons, Ligue des droits de l'homme, etc., qui ne peuvent pas être taxés d'ignobles droitards, ont quand même une réaction qu'on va qualifier de traditionnelle ou conservatrice, entre guillemets, par souci de contrer une forme d'ultralibéralisme qui accompagne ce post-humanisme. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai une petite note à ajouter sur petite note positive et qui montre que les choses changent sur la sensibilité de gauche par rapport aux idées que nous défendons. C'est que sur le blog de la section Parti Socialiste de l'École nationale supérieure en sciences politiques, très récemment, a été publiée une très longue et très sérieuse et très intelligente critique du livre de quelqu'un qui nous est proche, Gauthier Besse, cofondateur des Veilleurs. Nos limites. Voilà, Nos limites, titre finement trouvé, digne des titres de Libération du matin. Nos limites, NOS, pour bien marquer le fait qu'il y en a et qu'il doit y en avoir. Et bon, cet ouvrage est brillant, intelligent, et l'article, la recension par ce chef de section PS à l'École nationale supérieure est remarquable aussi et prend le livre de Gauthier à hauteur, il le respecte, c'est-à-dire qu'il en accuse réception des arguments qui lui paraissent justes et puis critique quelques points. Et ça, c'est une attitude nouvelle pour des gens qui se positionnent PS à gauche, c'est-à-dire de nous prendre au sérieux et enfin qu'on puisse avoir un débat d'idées, ce qui est ce que nous demandons depuis le début, sans invective, exclusion rhétorique basse, etc. Donc voilà un signe que les choses peuvent peut-être s'améliorer. Tu dis ça, toi qui es de sensibilité de gauche. Voilà. Et les efforts sont aussi du côté de la Manif pour tous pour essayer justement de se défaire de l'image qui nous a été collée de droitard, etc. Enfin, quand l'Express nous montre, Ludovine et moi, en ne parlant plus de genre de droite, même pas d'extrême droite, mais d'ultra droite,
On est quand même dans un délire. Ouais. De fait, dire qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, ça n'est ni de droite ni de gauche. Quand on veut bien y réfléchir avec honnêteté, et par ailleurs, on considère d'une manière générale que l'écologie est à gauche, et nous défendons l'écologie de l'homme, tout simplement, et le refus de l'homme artificiel considéré comme un produit. Donc on peut tout à fait, et d'ailleurs Joseph Bové rejoint certaines de nos positions, Sylviane Agachitsky, etc. On n'est ni de droite ni de Une mère gauche. pour l'enfant, je le rappelle, 20 000 élus, 3 000 de gauche. Donc, bon. Voilà. Est-ce que vous avez une date quand est-ce qu'on pourra cliquer sur le site et voir Ce sera entre 10 et 15 jours avant le premier tour. D'accord. Entre 10 et 15 jours. Il n'y a pas beaucoup de jours, hein, vous savez. C'est dans 3 semaines dans les élections. La campagne commence la semaine prochaine et moi je pense qu'en fait, il faudra peut-être attendre la veille ou 48 heures avant pour avoir On va une voir vraie où visibilité. on sera à ce moment-là et où on sera les équipes. Mais c'est vrai que La campagne va durer 15 jours. Hein. voilà, et à nouveau, bien sûr, on va nous dire alors, vous savez sûrement que de l'extrême droite. Ben non. Les deux dernières, l'extrême droite était encore une fois bien moins importante que dans la moyenne nationale. C'est quand même intéressant de le noter. On est réellement. Maximum. Plus ils sont nombreux, mieux ce sera, et on n'a pas d'objectif précisé. Voilà. Le tout, c'est effectivement de trouver le temps suffisamment d'aller les rencontrer. Voilà, le sens de la politique, c'est la vie de la cité, c'est le service du bien commun, et voilà, qui correspond bien à la mission de toute politique. Merci de votre écoute. On signe. Merci. Ah oui, pardon, on signe. Vous signez plutôt, on n'est pas comme là. Ah, just. C'est une manif pour tous. C'est à toi que je remets officiellement. C'est à Ludo. moi que tu remets C'est officiellement. toi Allez. qui prends la voix qu'il faut. Voilà. Comme ça. Moi j'ai signé par internet, mais je peux Philippe. Je signe à côté. Non, Moi mais j'en avais pas, pris une pour Philippe parce que je me suis dit quand même. T'as raison, t'as raison. Je comprenais bien. T'as raison. Ah, deux mères. Benoît, et toi tu l'as déjà signé. Un couple de mères. Faut que tu dates. T'as pas besoin de mettre lui à trouver. Le 29 février. Voilà, madame. Merci monsieur le maire. Je vais garder ça. Voilà. Et le stylo de la maison. Ça y est pour moi. Moi j'ai des désavantages. Je suis encore sous deux. Il y a pas de